Avant de retrouver ton podcast préféré, j'en profite pour répondre à une question qu'on nous pose souvent. Comment on pourrait soutenir les initiatives de Cookie, notamment ce podcast? Le moyen le plus simple, c'est de participer à une des formations organisées par Cookie. Et parmi les nouveautés, il y a ce fameux e-learning de Crânien que j'ai commencé à faire en anglais sous-titré. Et tout récemment, j'ai commencé à faire la version française. Donc vous avez dès à présent plus de 12 vidéos directement disponibles dans votre espace. Les suivantes seront ajoutées automatiquement dans le courant de l'été. Ce que je propose dans ce e-learning, qui est un format très quali, qui est relativement différent de ce que tu as pu voir jusqu'à présent dans les autres e-learnings, c'est plutôt engageant et stimulant. Il y en a même qui l'ont bingé, regardé presque en 1 ou 2 jours. Le principe, c'est de sortir des postures idéologiques, faire du crânien, pas faire du crânien. Ça n'a pas de sens. Pour moi, les patients arrivent avec leur tête. Et donc, on va partir de choses très pragmatiques. Cette partie du corps qu'on appelle la tête, qu'est-ce qui peut lui arriver comme bricole? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence quand tout ne se passe pas comme prévu? Comment ça se traduit au niveau des tissus? Qu'est-ce qui peut être identifiable ou pas avec nos mains? Et qu'est-ce qui pourrait potentiellement être réversible, complètement ou partiellement? Le tout, c'est de fournir les moyens de construire une approche cohérente, partageable, communicable avec les patients et les autres professionnels de santé, et qui décrit un peu mieux ce qu'on pense faire avec nos mains, ou du moins ce qu'on espère obtenir comme changement avec nos mains au niveau de la tête, et tu verras que c'est aussi applicable à certaines autres parties du corps. Je te laisse découvrir tout ça sur le site cookielearning.com dans la rubrique formation. Il y a un peu plus de 5 ans, c'était au tout début de 2021, je démarrais ce podcast Cookie Learning avec pour premier invité Jean-Philippe de Neuville qui venait de terminer sa thèse de doctorat qui portait sur le disque intervertébral. Il se trouve que cette série est devenue emblématique dans la profession, autant kiné, ostéo et chiro, et c'est encore aujourd'hui une des séries les plus écoutées du podcast de Cookie. Depuis, beaucoup de choses ont évolué, les connaissances ont progressé, Jean-Philippe a poursuivi ses travaux de recherche et sa pratique clinique, et certaines questions méritaient d'être réouvertes. Et c'est pourquoi c'est un plaisir pour moi de vous proposer la suite naturelle de notre première rencontre. On y parle de raisonnement clinique, de diagnostic, de lombalgie dite non spécifique, et tout le problème qui réside derrière cette appellation de non spécifique, et aussi la manière dont la recherche peut réellement éclairer la pratique quotidienne. Mais sans plus tarder, laissons place à Jean-Philippe de Neuville et cette première partie de notre entretien sur la lombalgie qu'on devrait appeler non spécifiée. On a commencé à enregistrer parce que tu vois, on peut commencer le podcast là comme ça. Moi ça me va, vas-y, tout à fait. En fait, tu vois, l'idée de ça, elle vient de l'ACET. Lui, dans ses cours, il parle tout le temps de diagnostic par soustraction. C'est le titre du manuscrit là. Et en gros, pour lui, il avait modélisé ça comme ça. Il m'a expliqué, quand j'observe les cliniciens faire, les cliniciens experts, donc lui à son époque c'était Cyriac, c'était Mackenzie, je ne me rappelle plus des noms qu'il avait pu voir, mais tous ceux qui citent tout le temps. En gros, il expliquait toujours, voilà, il teste un truc, c'est pas ça. Le fait d'avoir exclu telle catégorie, donc en fait les plus prévalentes, les plus probables, en fait ça augmente la probabilité des diagnostics des plus faibles. Et en fait, ils arrivaient comme ça à trouver des trucs qui étaient un peu moins évidents, en ayant exclu les principales. Lui, il avait un peu théorisé ça dans ses cours, donc il expliquait que c'était diagnostic par soustraction. Quand il m'a filé son jeu de données, on a fait toute l'analyse, on a regardé tout ça, je fais les données de prévalence, et en fait je me dis, en discutant avec un des co-auteurs, la Maxime, qui est un des coordinateurs de recherche à Poitiers, là, qui me file un coup de main là, pour l'enregistrement de la banque de données, le travail du manuscrit, etc., etc. Et il me dit, on pourrait aller un peu plus loin. Et je lui avais déjà parlé de ces trucs-là là, de maths, et je lui avais déjà montré mes formules. Il m'a dit, mais là, tu pourrais les mettre dedans. Et donc là, on les a mis dedans, et en fait, on se sert de cette cohorte qui est archi simple, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est de la prévalence simple. Et en fait, on se sert de ça, de données de prévalence simple, pour montrer comment, en excluant des catégories plus prévalentes, on augmente la probabilité de catégories moins prévalentes. Et comment on optimise la précision des tests de 2 manières, en fait. La première, en diminuant le risque de faux positifs, parce qu'aucun test n'est parfait, et tu peux toujours avoir des faux positifs, et si tu restreins la population sur laquelle tu fais ton test à une population qui est un peu plus spécifique, le risque de faux positifs diminue. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que tu augmentes ta probabilité pré-test en ayant exclu les probabilités des autres catégories. Et en fait, de ce fait-là, la précision, on regarde par exemple, c'est le test des sacroiliacs, là, c'est le... En plus, l'ACET, il connaît bien ce truc-là, c'est lui qui l'a validé, etc., etc. Mais quand on l'applique un peu de manière un peu bozo, on va dire, c'est-à-dire que le patient, il arrive, on lui cale les tests et on voit, et 3 sur 6, c'est positif, il a une sacroiliaque. En fait, si tu regardes la vraie probabilité post-test, t'es à peine à 28%. C'est pas si élevé que ça. Par contre, si t'as viré la douleur dystonique mécanique, et que tu fais les tests derrière, ça monte à 58 ou 60% à peu près, je ne me rappelle plus le chiffre exact. Et derrière, c'est que là, en plus, on a fait un seul truc.
c'est que si derrière ton patient, il a pas de modique à l'IRM, si derrière ton patient, il a pas de signes radiculaires, enfin, de paresthésie, d'examen neuropositif, enfin, si tu peux virer tous ces trucs-là, à nouveau, t'enlèves encore des catégories et ça augmente encore à nouveau. Et au final, ta catégorie qui était plutôt peu prévalente devient très probable parce que tu as fait ce processus-là, en fait. Et ça, c'est vraiment lui qui avait un peu cette idée-là. Et là, à travers ce papier-là, on le met en équation, on met les maths qui vont bien derrière. Et derrière, il y a mon pote Amine, là, qui est un des autres co-auteurs, qui lui est PhD en maths. Enfin, c'est le genre de mec qui est assez hallucinant. Il a un PhD en maths et pour ses loisirs, lui, c'est faire des concours de mathématiques et il en gagne régulièrement. Des trucs que les facs ou que les startups te mettent des espèces d'équations ou de trucs à régler, etc. Et en fait, ils font des espèces de prix comme ça et lui, il gagne. Donc, toi, c'est le genre de mec un peu comme ça, il est allé vérifier, il m'a dit ah non, c'est bien, ton truc, il m'a fait 2-3 corrections, toi, en me disant ouais, ça, on pourra ajuster ça comme ça, etc. Mais au final, voilà, on a un modèle qui tient vraiment bien la route, en fait. Et ça, c'est ce qu'on met dans la discussion de l'article. Et c'est là où je pense qu'on va introduire la discussion sur le diagnostic, où c'est là où ça va être très intéressant, c'est que ça permet de repenser un peu les choses. C'est que dans beaucoup d'études de pression diagnostique, en fait, on raisonne en j'ai un test. Alors, juste pour les auditeurs qui ont peut-être pas forcément le design de ce type d'étude-là, en fait, quand on fait une étude de pression diagnostique, l'idée, c'est de savoir si le test index, celui qu'on va tester, par exemple, mettons, on imagine un test archi stylé pour les ruptures du ligament croisé. On invente un test, on dit ce test-là, il est béton pour la rupture du ligament croisé. Il y a plusieurs étapes pour vérifier ses propriétés. Première étape, c'est la fiabilité. Donc, on doit s'assurer que différents intervenants qui passent sur le même patient arrivent au même résultat. Et deuxième étape, c'est la validité. La validité, c'est est-ce que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Auquel cas, pour pouvoir faire ce type d'étude-là, on doit comparer notre test index à un critère standard de diagnostic. Avant, on appelait ça un gold standard. Mais en fait, c'est le terme qui est souvent utilisé, mais il n'est pas adéquat parce qu'il sous-entend une perfection qui n'existe pas, en fait. Donc actuellement, dans les recommandations là, d'études de ce type-là, ils préfèrent utiliser le terme de critère standard. Donc en fait, on teste un critère standard de diagnostic. Par exemple, dans le cas de rupture du ligament croisé, le meilleur truc qui te permet de savoir si le croisé il est pété ou pas, c'est l'arthroscopie. Tu mets une caméra dans le genou, tu vois si c'est pété ou pas. C'est comme ça que le Lachman a été validé, justement. Et donc là, tu dois faire une étude, en fait, où tu as tes cliniciens qui arrivent sur une population, tac, 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 qui font leur... Tiens, on reprendra l'exemple du Lachman après, il est très intéressant. Ils font leur test sur la population, et derrière, en aveugle, le clinicien est en aveugle de l'autre praticien qui fera le critère standard. Donc là, pour le coup, ça peut être un kiné ou un médecin du sport ou un ostéo ou peu importe, un clinicien qui va faire son test clinique, donc le test index. Et derrière, il va voir le chirurgien qui va faire son arthroscopie. Les deux ne connaissent pas les résultats l'un de l'autre et à la fin, le statisticien, il a les résultats, il croise et il calcule sensibilité, spécificité, ratio de vraisemblance, positif et négatif, etc. Et en fait, dans les études de pression diagnostique, et ça c'est un truc qui me hérisse le poil très souvent, et quand je discute avec des gens, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, c'est que en fait, on est ratio de vraisemblance positif supérieur à 5 c'est bien, inférieur à 5 c'est mauvais, etc. Et ça fonctionne pas comme ça en fait. Les ratios de vraisemblance, c'est des outils qui servent à faire varier des probabilités. Et un ratio de vraisemblance positif à 22, par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est antécédent de cancer. Pour la prédiction de cancer, le ratio de vraisemblance positif sur antécédent de cancer, il est à 22. Donc si le patient a eu un antécédent de cancer, si on raisonne de cette manière-là, on se dit « Ah, il a un cancer, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr ». Mais en fait, la probabilité pré-test, celle à partir de laquelle on démarre, elle est très basse. Et la probabilité de cancer en pratique courante, elle est dans des douleurs de dos, elle est à 0,01, je crois, il me semble, un truc comme ça. Elle est très basse. Ce qui veut dire que le ratio de vraisemblance va agir comme un... C'est pas aussi direct que ça les maths, mais c'est un peu un espèce de multiplicateur qui va transformer une probabilité initiale qui correspond à la prévalence de la maladie dans la population qu'on voit. Par exemple, nous, dans notre cas de figure, ce qui nous intéresse, c'est la prévalence du cancer dans la première intention, en fait. Enfin, première intention ou seconde intention. Enfin, les patients que nous, on voit en cabinet après qu'ils aient été vus par le médecin généraliste. Et derrière, le ratio de vraisemblance va agir comme un multiplicateur. C'est pas exactement un multiplicateur, mais à peu de choses près, si on fait l'approximation, on arrive à peu près à ça. Et donc, on a le 0,01% qui est multiplié par 22 et des patates, avec la transformation, et donc on va arriver à une probabilité qui va être d'à peine 2% en fait. Oui, ça va augmenter un peu notre niveau d'exigence, mais pas beaucoup. À l'inverse, un ratio de vraisemblance positif qui est à 3 à 3,5, sur une catégorie qui est déjà à 60-70%, et l'effet, c'est pas du tout le même, hein, et ça permet d'arriver à une certitude qui est bien plus élevée. Et donc en fait, c'est ce truc-là. On ne peut pas raisonner seulement en propriété du test. On doit raisonner en propriété du test et de la population dans laquelle on va faire le test. Et c'est là où je vais rebondir avec le Lachman, qui est très intéressant.
Alors non, pas tout de suite, j'y arrive juste après. Et c'est là où on va avoir besoin, toujours, quand on fait du diagnostic, on a toujours besoin de 2 ingrédients, toujours nécessaires. C'est la prévalence de la maladie, mais pas seulement la prévalence dans la population générale, la prévalence dans la population dans laquelle on est en train de faire le soin. Par exemple, moi j'ai 2 lieux de consultation. Je consulte à Paris, dans mon cabinet, et je consulte aussi depuis peu à Antoine Béclair, au CHU Antoine Béclair, avec le professeur Jean-Charles Oregan, et je fais les... Je suis, alors, je suis pas tout seul, on est plusieurs, mais je fais partie de l'équipe qui est en amont, qui voit les patients avant lui. Et donc les patients qui arrivent là, c'est pas les mêmes. Les pathologies que je vois, c'est pas du tout les mêmes. Et du fait que je sois plutôt en 4e intention quand je suis à Antoine Béclair, donc consultation de spécialistes qui arrivent après les autres, les prévalences des pathologies que je vois, c'est pas les mêmes. Donc on a besoin de cette prévalence dans la population dans laquelle on voit. Alors là, il n'y a rien de très compliqué en fait. Est-ce que je suis en première ou deuxième ligne, grosso modo? Donc première intention ou seconde intention juste après le généraliste? Ou est-ce que je suis plutôt en 3e, 4e ligne, après le spécialiste ou au niveau de l'équipe pluridisciplinaire? Tu vois, c'est à peu près ça. Donc les pathologies vont forcément changer de prévalence. Et 2 autres éléments importants, c'est l'âge du patient et son sexe. Parce que ça joue beaucoup. Par exemple, si on prend la myélopathie, on sait qu'on a un sexe ratio qui est de 1 pour 3, 3 hommes pour une femme, et on a une prévalence qui explose après 60 ans. Donc grosso modo, c'est les 3 ingrédients qui permettent d'établir notre probabilité pré-test, qui correspond à la prévalence de la maladie dans la population en question. En gros, c'est quelle est la probabilité que j'ai la maladie sans avoir fait aucun test, donc la prévalence. Et derrière, on a notre test clinique qui va venir faire fluctuer cette probabilité en plus haut, plus bas. Et là, quand on raisonne de cette manière-là, ça change énormément de choses. Énormément. Actuellement, j'entends répéter qu'on ne peut pas faire du diagnostic dans la lombalgie. Pour moi, c'est faux. Si on raisonne de manière dichotomique, oui, non, il a la maladie, il n'a pas la maladie, ça va être compliqué. Mais en fait, le diagnostic ne fonctionne pas comme ça. Et là, c'est pas seulement dans la lombalgie, c'est juste dans la médecine en général. Le diagnostic, c'est une histoire de probabilité et de faire monter la probabilité de la maladie à un niveau qui est suffisamment important pour se dire qu'on peut déclencher l'intervention. C'est-à-dire qui peut être des exercices, qui peut être des médicaments, qui peut être de la chirurgie. Et en fonction du niveau d'invasivité, de complexité et de coût et de ressources, de disponibilité de l'intervention, la probabilité de la maladie doit être suffisamment élevée pour pouvoir déclencher ce truc-là. Et quand on raisonne comme ça change énormément de choses. Parce qu'en fait, réussir à déterminer quelles sont les probabilités de telle ou telle pathologie chez les patients lombalgiques, on y arrive très très bien. Et pour une énorme majorité de patients. Et par contre, voilà, il faut apprendre à raisonner de cette manière-là. Et là où l'article qu'on a fait avec Laslett amène une strate supplémentaire, c'est que dans la plupart des études de pression diagnostique, on considère un test. C'est-à-dire que je fais mon Lachman dans la population, j'ai ses propriétés, point barre. Mais en fait, la population dans laquelle on va faire le test est hyper importante. Comme on l'a vu pour cette histoire de probabilité pré-test. Si par exemple, j'ai dans mes traumas de genoux, par exemple, j'ai 40%, allez on va dire j'ai 20% de rupture du croisé, j'ai 40% d'entorse simple et j'ai 40% de lésion du ménisque. Je dis des proportions totalement au hasard là. Moi le genou c'est pas mon truc, mais bon, c'est pour illustrer. Imaginons que j'ai un test de Lachman qui, mettons, a des propriétés qui sont à un ratio de ressemblance positif à 6 ou 7. Ça part de 20%, ratio de ressemblance à 7, c'est pas mal déjà, et on va avoir quelque chose qui va monter autour de 40%, 40-45%. C'est pas mal. Mais si avant ça, je suis capable de virer les ménisques, je suis capable de virer l'entorse simple, et je pars d'une probabilité pré-test qui est nettement plus haut. Et l'effet multiplicateur du Lachman va être énorme. Parce qu'on a augmenté cette probabilité pré-test en enlevant les autres catégories. Mais le deuxième truc, et c'est ça qui est très très important, et je sais que le test de Lachman, initialement, quand il a été validé, il y avait un ratio de ressemblance qui était très élevé. Je ne me rappelle plus à combien il était, mais il était très haut. Et il y a eu différentes études qui ont été faites depuis, qui montrent systématiquement des ratios de ressemblance qui sont en train de diminuer. Et en fait, quand on regarde les populations étudiées, c'est que les populations sont de plus en plus hétérogènes dans ces études-là. Et en fait, pour moi, c'est un peu un dénigrement du test, alors que... Enfin, les études concluent tout le temps que le test, initialement, ses performances ont été surévaluées. Moi, je suis pas d'accord. C'est que un test clinique, on le fait dans un contexte particulier, sur une population qui est ciblée, sinon on a des risques de faux positifs. Et c'est le deuxième effet de bien catégoriser les populations avant de faire les tests, c'est que ça diminue le risque de faux positifs. Et typiquement, dans le test des sacroiliacs, là, que Laslett a validé il y a une vingtaine d'années maintenant, tout le monde connaît l'histoire des 3 tests positifs sur 6. D'ailleurs, tout le monde dit 5, mais en fait c'est 6. Mais ça, on pourra en reparler après. Mais bref, tout le monde connaît ce truc-là. Mais personne n'a lu les autres lignes qui est en dessous. Et Laslett, il a viré les pertes d'amplitude majeure de hanche. Donc il vérifie la hanche avant quand même. Et deuxièmement, il virait les patients qui ont une préférence directionnelle. Et il a montré que
Quand on virait ça, on gagnait quasiment 2,5 points sur le ratio de vraisemblance, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il diminuait le taux de faux positifs. Et pour en avoir rediscuté avec lui, maintenant, c'est une des études que j'aimerais bien refaire, là. Maintenant que je suis intégré là, à l'université Paris-Saclay et je vais avoir des possibilités de recherche un peu plus importantes, notamment avec le professeur Oregon, et ça fait partie des trucs que j'aimerais faire. Et j'en ai discuté avec l'athlète, et typiquement, si on recommence cette étude-là, on virera la préférence directionnelle, la hanche, les douleurs radiculaires, petit IRM pour vérifier qu'il n'y a pas de modique sur les disques, et là, on fera les tests. Et je suis persuadé que ça va encore monter, ce sera encore mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va écarter les potentiels faux positifs. Et en fait, c'est ça. C'est repenser cette logique de diagnostic à la fois dans une logique de recherche, c'est-à-dire que faire des tests spécifiques sur des populations hétérogènes, bah c'est comme les traitements spécifiques sur des populations hétérogènes, ça marche pas pour les traitements, moins bien pour les tests, mais quand on a la bonne population, on a des effets qui sont nettement supérieurs. Et alors, ça veut dire quoi concrètement pour le clinicien ? Vraiment concrètement, parce que ça, pour moi, c'est une application directe. En fait, c'est que en ayant une idée, et je dis pas qu'il faut connaître les prévalences à la virgule près, c'est pas ça. C'est avoir une idée, grosso modo, moi quand je fais les cours avec les étudiants, je leur dis, voilà, on imagine 5 niveaux. Il y a très très rare, peu commun, commun, très commun. Et en gros, on part de 0,01%, 0,1%, 1%, 10% et plus de 25%. C'est juste ça, avoir ça en tête et avoir une idée à peu près des meilleurs tests qu'on a pour ces catégories-là. Et après, derrière, on fait les maths, hein, c'est juste des soustractions. Et c'est assez facile à comprendre. Et on peut très, 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 très facilement arriver à des très bons résultats en diagnostic. Et là, pour le coup, moi, on va dire, oui, Jean-Philippe, c'est ce que tu penses, etc. C'est que moi, là, maintenant, j'ai la chance de travailler avec... alors là, j'ai changé, mais j'ai travaillé avec 2 radiologues qui font des blocs diagnostiques. Et en fait, je leur envoie les patients et j'ai les blocs derrière, en fait. Mais j'ai les résultats, en fait. Et c'est pas compliqué. Les résultats, ils sont plutôt bons, hein. Trouver un patient qui a un problème de facette, c'est assez facile. Une sacroiliaque, c'est assez facile. Une douleur de racine nerveuse, c'est assez facile. Et c'est pas si complexe que ça. Et moi, l'intérêt qu'il y a derrière pour les patients, parce qu'après, alors, on dit toujours, on peut pas faire de diagnostic. Et l'étape d'après, quand tu démontres aux personnes qui te disent ça que c'est faisable, ils te disent oui, mais ça sert à rien en pratique. Mais si, ça a des vraies implications. Oui. Mais ouais, ça a des vraies implications. Ouais. Parce que tu disais que tu bossais avec des radiologues qui font un bloc, ils injectent un produit anesthésiant et si ça supprime la douleur, c'est ça. On suppose que c'était là la source nociceptive de la. Exactement. En fait, il y a des standards en fait de diagnostic. Toi, ça, c'est la radiologie internationale qui est en train de se développer en France, mais il y a quand même du retard par rapport aux anglo-saxons. J'ai pu échanger là dernièrement avec une neurochirurgienne de Poitiers qui est venue passer une journée au cabinet dans le partenariat qu'on est en train de faire là sur la prise en charge des patients avec des discopathies type modique. Enfin, on en reparlera un petit peu après. Et elle est venue passer une journée au cabinet. On a eu le temps de discuter pas mal. Et elle me disait, elle s'est beaucoup formée en Angleterre et elle a dû faire un stage ou 2 aux États-Unis, mais surtout en Angleterre. Et elle me dit, les cliniques de la douleur dans le monde anglo-saxon sont radicalement différentes de celles qu'on peut avoir en France. Où là, en France, on a vraiment quelque chose qui est très, on va dire, basé sur les symptômes et orienté, psycho, je mets des guillemets parce que c'est comme ils peuvent, hein, c'est pas toujours très, les temps pleins psycho, ils sont pas terribles, mais bon, c'est très orienté comme ça. Dans les pays anglo-saxons, les cliniques de la douleur, c'est de la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont faire des blocs sur articulation, nerfs, racines nerveuses, machin, etc. Et ils vont bloquer les différents trucs pour déterminer quel est le pourcentage de douleur qui vient de telle ou telle structure. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'ils disent depuis une 50aine d'années. Les premiers à avoir fait ça, c'était vraiment les Américains. Là, c'est toute l'équipe de l'IPSIS, c'est International Pain and Spine Injection Society, qui est, alors là, on retrouve les noms comme Bogduck, comme April, comme Schwarzer. Il y a vraiment une littérature qui est vraiment abondante sur le sujet, où les gars se sont posés des questions. Alors, pour toute l'histoire, il faut remonter un peu dans le temps, on fait un point historique. 1987, il y a une conférence qui est archi importante dans l'histoire de la lombalgie, c'est la Québec Task Force. Il y a pas mal de gens qui ont dû en entendre parler, c'est un nom qui revient assez souvent. Et l'histoire de la lombalgie non spécifique, elle vient de là. Et pour tous ceux qui parlent de lombalgie non spécifique, je vous invite à aller lire ce truc-là. On retrouve quasiment tout en accès libre. Voilà, ça a été publié dans Spine 87, et il doit y avoir le rapport complet de la Québec Task Force. Et moi, je fais ça avec les étudiants, justement. Je leur dis, voilà, d'où ça vient la lombalgie non spécifique. Et la lombalgie non spécifique, ça vient de là. Et en fait, quand on lit ce qu'ils ont mis à l'époque, c'est assez évocateur. En fait, on commençait à se rendre compte que la lombalgie posait beaucoup de problèmes. C'était la merde, les patients, il y avait beaucoup de handicaps, il y avait beaucoup de douleurs, on savait pas trop comment les gérer. Le poids de la lombalgie dans les sociétés commençait à vraiment monter. Et donc, tous les grands noms de la recherche sur la lombalgie à l'époque se sont réunis au Québec. Et je pense que c'est à Québec, d'ailleurs.
Historiquement, on regarde les noms qu'il y avait là, c'est tous les mecs des années 70-80, c'est tous les grands noms. Hein. Il y a le Natchamson, il y a Bogduck qui est dedans, il y a enfin, vraiment tous les mecs qui ont vraiment marqué la recherche de la lombalgie. Ils se sont mis d'accord, ils ont fait une grosse revue, une grosse synthèse de littérature, et ils arrivent à la conclusion que le principal problème actuellement sur la lombalgie, c'est le diagnostic. Ils concluent cette partie-là de manière assez marrante, ils te disent « Face à l'incertitude, les praticiens deviennent inventifs ». J'ai trouvé ça très marrant, cette manière de dire ça. C'est qu'en fait, ils disent qu'il y a une multitude de labels, de termes qui sont utilisés, qui servent soit à décrire les symptômes, qui servent soit à décrire ce qu'ils voient à l'imagerie, etc., etc. Et personne n'est d'accord, et c'est la foire. Et clairement, le constat à l'époque, c'est ça, c'est la foire. Tout le monde y va de son petit label, etc. Et en fait, ça perturbe un peu le truc, ça empêche la recherche de se faire correctement, ça empêche la clinique de se faire correctement. Donc là, ils arrivent à cette conclusion-là, et ils disent qu'en l'état actuel des connaissances, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui pose problème chez le patient, parce que foncièrement, si on applique les principes basiques de recherche en épidémio, on n'a pas de preuves suffisantes pour déterminer que telle ou telle structure pose problème. Donc ça, c'est leur conclusion. Donc ils disent que c'est non spécifique. Et là, on est en 1987, hein, je rappelle. 40 ans passent, pendant 40 ans, ça n'a quand même pas tourné les pouces. Il y a quand même eu un peu de choses qui ont été faites. Et notamment, toutes ces recherches qui ont été faites par ce groupe-là, de Leipzig, qui sont des médecins de la douleur, des radiologues interventionnels et des chirurgiens, essentiellement. Enfin, c'est un peu les trois profils qu'on retrouve, qui ont essayé de déterminer des procédures pour réussir à identifier les structures qui posent problème. Et donc là, maintenant, on a des procédures qui sont archi claires, qui se sont construites sur la base des recherches qui ont été faites, pour déterminer, par exemple, truc tout bête, hein, mais quand on fait un bloc sur une facette, est-ce qu'il faut mettre le liquide dans la facette ou bloquer la branche nerveuse qui va innerver la facette? Si on met dans la facette, combien de liquide on met dedans? Parce que la facette, c'est tout petit. Et si on met trop de liquide, ça va déborder, ça va les renvoyer dans la racine, etc., etc. Et donc, ils ont appris de leurs erreurs, et maintenant, on a des procédures qui sont archi standardisées. Je me suis acheté le bouquin, j'en ai lu une partie. C'est un peu chiant pour nous kinés, hein, c'est un peu éloigné de ce qu'on fait, mais ça permet de comprendre un peu les choses. Et par exemple, pour une injection dans la facette, on doit injecter moins de 2,5 ml. On doit avoir un bloc positif, c'est-à-dire qu'on doit enlever 85% de la douleur du patient sur la durée de vie de l'anesthésiant. Donc en fait, le patient il doit remplir une EVA toutes les heures pendant 6 heures si l'anesthésiant est un anesthésiant à basse durée de vie, et on doit voir que l'EVA remonte derrière. Derrière, il faut faire un deuxième bloc, parce qu'il y a beaucoup de faux positifs, et faire le deuxième bloc avec un anesthésiant qui a une durée de vie plus longue. Donc généralement, ils font lidocaïne et buvicaïne. Buvicaïne, ça fait 24 heures, etc., etc. Donc en fait, il y a des procédures qui sont archi codifiées, archi strictes, archi bien faites. Et quand on arrive là, ils différencient excessivement bien les populations symptomatiques des populations asymptomatiques. Et clairement, les procédures sont très très bonnes. Et là-dessus, quand on me dit qu'on ne peut pas faire de diagnostic et qu'on a des études où, quand on applique ces procédures, vous avez des patients lombalgiques chroniques qui sont chroniques au dernier degré, parce que ceux qui vont se taper les injections comme ça, c'est pas de la première intention. Hein. On est sur du patient qui est douloureux depuis archi longtemps. Et quand on a une étude, par exemple là, il y a Bogduck qui est le dernier auteur, le premier auteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je pourrais te le retrouver là tout à l'heure. On le mettra en commentaire. Et là-dessus, ils ont fait plus que les standards qui étaient recommandés. Donc ils faisaient 3 blocs différents avec différents intervalles de temps. Enfin bref, un truc. Et il y a 15% de ces lombalgies chroniques, mais chroniques, hein, chez qui t'enlèves toute la douleur systématiquement et zéro, les patients redescendent à 0 pendant la durée de l'anesthésion 3 fois de suite. Tu te dis, bon, quand même, si c'est pas ça qui fait mal, ce serait quand même une certaine coïncidence quand même, hein, d'avoir 3 fois un placebo de ce niveau-là. Donc en fait, alors, on a ça. On a ces procédures qui ont été très très bien faites, qui sont à l'heure actuelle ce qu'on pourrait appeler les critères standards, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'examen qui permet d'être pas à coup sûr, mais quasi à coup sûr sur la bonne structure. Donc on en a pour le disque, on en a pour la facette, on en a pour la racine nerveuse, on en a pour la sacroiliaque, etc., etc. On en a pour les nerfs périphériques, bref, ça a été bien fait. Maintenant, le problème qu'il y a avec le diagnostic, c'est que c'est rarement ça qui est utilisé. Dans le diagnostic, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait un IRM, on regarde, on fait « Ah, t'as ci, ah, t'as ça, c'est ça qui pose problème. » Or, et je vais un peu défendre l'IRM quand même, parce que l'IRM, c'est un outil qui est très... Enfin, l'IRM ou le scanner, ou peu importe, l'imagerie fixe, c'est quelque chose qui est utile, qui donne de l'information. Mais on ne voit pas la douleur. C'est-à-dire que quand vous avez un disque qui est tout pourri, vous savez qu'il est pourri. La probabilité qu'il fasse mal, elle est un peu plus élevée qu'un disque qui est nickel. Mais par contre, l'influence que ça va avoir, le lien, il n'est pas direct en fait. Et donc on doit passer par une étape intermédiaire qui doit déterminer à quel point l'IRM est précis pour déterminer la douleur de disque. En fait, l'idée que l'imagerie donne le diagnostic, elle n'est pas bonne. Elle donne un indice, de la même manière que nos tests cliniques donnent un indice. Ces gars-là de Leipzig ont fait des tests où ils font IRM versus injection, et il y a des éléments qui permettent de déterminer qu'un
Enfin, il y a des éléments à l'IRM, alors c'est essentiellement l'IRM, c'est un peu moins le scanner. Il y a la scintigraphie aussi qui peut aider, mais il y a des éléments qui augmentent la probabilité d'une douleur discogénique ou facétogénique ou sacroiliaque, etc. etc. C'est pas inutile. Mais par contre, à nouveau, on raisonne pas en oui-non. C'est une probabilité qui augmente. Et elle augmente dans une certaine mesure. Quand on prend les propriétés des imageries et qu'on la compare aux examens cliniques, on n'a pas à rougir. Hein. Il y a beaucoup de tests cliniques qui ont des meilleures propriétés que l'IRM. Par contre, il ne faut pas les opposer. C'est des informations qui arrivent, qui sont complémentaires en fait. Quand vous avez un patient qui a une colonne nickel à l'IRM, c'est-à-dire que vous avez aucun disque dégénéré, et ça je l'ai eu plusieurs fois dernièrement, aucun disque dégénéré, ou alors vraiment micronucléus qui est un tout petit peu gris, enfin 3 fois rien, et pas de signe pneumodique, que vous n'avez pas de préférence directionnelle, le patient n'a pas un problème de disque, hein, vous cherchez ailleurs. Et bien souvent, tu vas taper les sacroiliaques ou tu vas taper les facettes, et c'est là où tu trouves. Et en fait, c'est des infos qui sont complémentaires, mais il faut savoir les utiliser. Et l'erreur qui est faite beaucoup sur le diagnostic, quand il y a les gens qui dénigrent ça, c'est qu'ils confondent déjà diagnostic et imagerie. L'imagerie n'est pas un outil de diagnostic. Et de deux, ils sont dans une logique qui est binaire, qui n'est pas probabiliste. Et ces deux trucs-là font que, oui, c'est sûr que si on raisonne comme ça, là, c'est la merde. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Je voyais rajouter un truc. Tout à fait. Dans le prochain épisode, nous poursuivons cette discussion en nous intéressant davantage à la manière dont le raisonnement clinique se construit réellement entre données scientifiques, expérience du praticien et prise de décision partagée avec le patient. À très vite pour la suite et à très bientôt sur cookielearning.com.